Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour l'entretien de France 24. C'était il y a 10 ans déjà, le 11 septembre 2001, les tours jumelles de Manhattan s'effondraient, touchées de plein fouet par deux avions de ligne détournés par des pirates de l'air. Un choc vécu en direct par des millions de téléspectateurs qui, pour beaucoup, découvrent alors le nouveau nom de la terreur, Al-Qaïda, et son visage, celui d'Oussama Ben Laden. Bientôt, l'Amérique entre en guerre, plus rien ne sera jamais comme avant. Alors que l'on commémore le 10e anniversaire de cette tragédie, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés l'un des meilleurs connaisseurs du monde arabo-musulman, Gilles Kepel. Bonjour, merci d'être avec nous sur France 24. On célèbre en ce moment même le 10e anniversaire du 11 septembre. Vous-même, que retenez-vous de cette date? Vous direz qu'à cette occasion, on a assisté à un changement de nature de la menace terroriste? Oui, indéniablement, dans la mesure où, avant cette date, la menace terroriste apparaissait comme beaucoup plus diffuse. Il y avait un terrorisme d'extrême gauche, d'extrême droite, régional, basque, etc. Et là, finalement, le terme terroriste va devenir l'équivalent d'Al-Qaïda, c'est-à-dire de mouvements radicaux islamistes qui veulent utiliser une doctrine hybride qu'on appelle le salafisme djihadisme pour mobiliser les masses par l'exemplarité de la terreur destinée à terroriser justement les ennemis, à galvaniser les sympathisants, et en utilisant pour l'essentiel le registre des médias. Ça, c'est très nouveau, c'est-à-dire que il faut faire les activités, les actes les plus scandaleux possibles, qui s'inspirent un peu du registre hollywoodien. Les tours qui s'effondrent, c'est un film d'Hollywood. Ça permet de capturer le 20h et d'une certaine manière de piéger le média dans leur culte du spectacle. C'est la signature d'Al-Qaïda, justement, d'avoir compris ce poids des images et des symboles dans ce combat a priori inégal avec la superpuissance de l'époque. Oui, tout à fait, mais d'une certaine manière, c'est aussi un piège pour eux parce que le terrorisme a son économie interne. En d'autres termes, vous ne pouvez pas reproduire en permanence ce type d'image. Pendant quelques années, c'est fascinant. Et puis on s'en lasse, surtout si ça n'aboutit sur rien en termes politiques. Puisqu'à quoi servait tout ça? Ça servait essentiellement à tenter de mobiliser les masses pour détruire les régimes, entre guillemets, impies et mettre à leur place, entre guillemets, aussi État islamique, après une décennie, la décennie 90, qui avait été marquée par échec sur échec de ces mouvements de djihad armés en Algérie, en Égypte, en Tchétchénie, en Bosnie, au Cachemire, etc. Il faut revenir sur la base de tout ça, qui est le djihad en Afghanistan dans les années 80, où les groupes radicaux venant des pays arabes, en appui aux moudjahidines afghans, vont lutter avec eux contre l'armée rouge, paradoxalement croisée, qui a envahi une terre d'islam et bénéficie à l'époque de l'appui de la CIA et des pétromonarchies du Golfe. Et donc les radicaux arabes, après cette expérience victorieuse à l'époque du djihad afghan, veulent essayer de reproduire ce modèle dans les pays d'où ils viennent, ou en Bosnie. Ce sera un échec parce qu'ils ne seront pas suivis, les masses ne les suivront pas. Et eux vont penser, notamment Zawahiri, qui est actuellement le successeur en principe de Ben Laden, si tant est qu'Al-Qaïda existe toujours comme il existait autrefois, ce qui n'est pas complètement sûr. Donc Zawahiri, dans un petit opuscule qui s'appelait Cavalier sous la bannière du prophète, explique que justement, comme les masses ont eu peur, il faut leur montrer qu'elles ne doivent pas être effrayées. Et comment faire? Eh bien, on va frapper au cœur le mentor de ces régimes arabes, c'est-à-dire l'Occident. Et en détruisant les tours jumelles, on montre que l'Amérique est faible et que ces laquais, d'une certaine manière, arabes sont encore plus faibles, et que donc les masses peuvent se mobiliser. C'est ça le raisonnement politique qui est à la base de l'attaque contre les tours, qui va s'avérer réussi dans sa première phase, parce que ça va complètement bouleverser le monde. Enfin, c'est ça qui ouvre véritablement le 21e siècle, d'une certaine manière, mais qui, au fond, n'aboutira pas politiquement. Ils vont confondre la télé, si j'ose dire, avec la réalité. Donc, si je vous comprends bien, c'est un échec parce que derrière quelques attaques spectaculaires, et il y en a eu d'autres d'ailleurs après le 11 septembre, on se souvient de Bali, Londres, Madrid, et bien derrière, ça n'a pas vraiment embrayé, il n'y a pas eu de mouvement de masse derrière Al-Qaïda. Non, alors ce qu'ils ont espéré faire, c'est que l'Irak, d'abord l'Afghanistan qui n'a pas marché, puis surtout la guerre en Irak, finalement, soit une sorte de remake du djihad en Afghanistan dans les années 80. On avait, là encore, un pays arabe envahi par des armées croisées
Et donc, en appelant au djihad en Irak, contre les Américains et leurs alliés, ils espéraient en faire un Vietnam pour les Américains et un Afghanistan bis pour eux, si vous voulez. Après avoir détruit Moscou, enfin le monde soviétique, qui aurait été un peu l'empire sassanide, si vous voulez, ils allaient ensuite détruire Washington, qui serait Byzance, d'une certaine façon. Mais la guerre d'Irak n'était pas intégrée dans leur calcul au moment du 11 septembre. Est-ce qu'ils avaient prévu que les Américains envahiraient l'Irak dans la foulée? Non, ils avaient pensé que les Américains attaqueraient l'Afghanistan et qu'ils les piégeraient en Afghanistan. En Afghanistan, c'est pas ce qui s'est passé, puisque ce sont des troupes au sol, un peu comme en Libye récemment, si vous voulez, c'est-à-dire des locaux, des Afghans eux-mêmes, ce qu'on appelait l'Alliance du Nord, qui s'est emparée du pouvoir avec l'appui militaire aérien des Américains. C'est un type de stratégie qui est beaucoup plus efficace, comme on l'a vu aussi en Libye, que la stratégie d'invasion sur le sol par l'infanterie et les chars qu'il y a eu en Irak. Mais ils s'y sont adaptés. Ils ont espéré que ça allait marcher, mais en fait, la logique de l'attentat suicide qui est devenue leur arme absolue aussi, ça c'est quelque chose qui est très nouveau, qui commence à la fin des années 90 en Israël et Palestine, et que eux vont populariser avec une échelle mondiale. Ces attentats suicides, finalement, vont tuer beaucoup plus d'Irakiens qu'ils ne tueront d'Américains et alliés, de croisés, entre guillemets. C'est aussi l'échec d'Al-Qaïda, justement, d'avoir créé ces dissensions au sein même du monde arabe. On l'a vu en Irak avec des sunnites qui s'en prenaient à la majorité chiite du pays. Oui, puisque ils voulaient faire un djihad, et ce qui en est sorti, c'est ce qu'on appelle en arabe la fitna, c'est-à-dire la guerre civile, la division dans les rangs. Et au fond, l'ennemi commun des Américains et d'Al-Qaïda, c'est-à-dire les chiites, considérés comme des hérétiques épouvantables pour Al-Qaïda ou comme de dangereux révolutionnaires pour les États-Unis, finalement, c'est eux qui ont tiré les marrons du feu. Et aujourd'hui, pendant que les Américains et Al-Qaïda s'épuisaient à se tirer dessus, c'est les chiites irakiens, une fraction d'entre eux, poussés par l'Iran, qui a réussi à contrôler le pays. Alors vous nous l'avez dit, Al-Qaïda qui trouve ses racines dans la première guerre d'Afghanistan. Pour autant, ses antécédents remontent loin si on se place sur le terrain de l'idéologie. Vous nous avez parlé du salafisme, mais également les frères musulmans. C'est la réunion de ces deux courants au sein du monde musulman qui a permis à ce mouvement de dépasser largement finalement les frontières de pays comme le Yémen ou l'Afghanistan pour avoir une portée quasi universelle. C'est l'idée du grand califat ? Le grand califat, je ne sais pas, mais enfin, en tout cas, c'est effectivement pendant le courant de la guerre en Afghanistan que s'est fait cette espèce d'hybridation entre ces deux traditions. Le salafisme puritain, si vous voulez, rigoriste, venu d'Arabie Saoudite, et l'idéologie politico-militaire de ceux des frères musulmans les plus radicaux, incarnés par un Égyptien qui s'appelait Sayyid Qutb, et que Nasser a fait pendre pendant les années 60. La personnalité d'Oussama Ben Laden a joué un facteur clé dans la diffusion de ce message et l'ascendant pris par Al-Qaïda sur d'autres mouvements djihadistes. Qu'est-ce qui explique par exemple que des leaders charismatiques comme Abdelmalek Drouhdal au sein du GSPC, et puis avant évidemment on s'en souvient du fils en Algérie devenu depuis AQMI, ou encore Abou Bakar Bashir, le chef spirituel de la Jemaah Islamiyya en Indonésie, se soient placés d'eux-mêmes sous la bannière d'Al-Qaïda? Parce que probablement les 99% des gens qui nous écoutent sont incapables même de répéter le nom des dirigeants islamistes que vous venez de mentionner et de leur groupe. En revanche, Al-Qaïda et Ben Laden, ça tout le monde connaît. Le label Ben Laden ou le label Ben Qaïda, à un moment, a été, je crois, aussi connu que celui de Coca-Cola, si vous voulez. Donc, tout le monde a essayé de se mettre dans le système de franchise d'Al-Qaïda. Pendant une époque, au début, il y avait des ordres qui descendaient du bas vers le haut. Il y a eu une chaîne de commandement. New York et Washington, Londres, Madrid, en tout cas, étaient clairement identifiés comme procédant d'un centre vers une périphérie. Ensuite, un certain nombre d'autres se sont dit Al-Qaïda, comme ça, ils faisaient la une des journaux, sans que ce soit nécessairement aussi structuré. 10 ans après, beaucoup disent qu'Al-Qaïda est en perte de vitesse. Vous nous l'avez dit, vous n'êtes pas sûr d'ailleurs que ce mouvement puisse, ou ce réseau puisse survivre à la mort d'Oussama Ben Laden depuis que Al-Zawahiri, son second, a repris le flambeau. Et pour autant, on le constate, on n'a jamais autant parlé de mouvements qui se revendiquent d'Al-Qaïda. On l'a vu avec l'attentat qui vient d'avoir lieu en Algérie, celui également de la secte Boko Haram contre le quartier général de l'ONU au Nigeria. Il y a également les violences des Shebabs en Somalie. On n'a jamais autant parlé d'Al-Qaïda.
On n'en parle pas tellement comme Al-Qaïda. La preuve, vous venez d'utiliser d'autres termes pour décrire ces phénomènes. Il se réfère peut-être plus ou moins à l'idéologie, mais on n'a pas pour l'instant de preuve que c'est Zawahiri qui, en appuyant sur un bouton, a dit « vous allez faire ceci, vous allez faire cela ». D'autant que Zawahiri, à la grande époque d'Al-Qaïda, passait son temps, il est très bavard, il aime bien parler, hein, c'est un idéologue, à enregistrer des émissions de télé dans leur agence de médias là, qui s'appelle Sahab, les nuages, pour justifier tout ce qu'il faisait et l'inscrire dans un discours et dans une idéologie. Non, je crois que ce qui est très important surtout, c'est que les révoltes arabes de fin 2010-2011 ont balayé la logique même d'Al-Qaïda, et parce qu'elles se sont faites au nom de la démocratie, des droits de l'homme, ça. Maintenant, dans la mise en œuvre de ce qui suivra ces révolutions, la question est de savoir dans quelle mesure, parce que ces révolutions vont prendre du temps, parce qu'il va y avoir des allers et des retours, des choses compliquées, dans quelle mesure est-ce que les mécontentements vont pouvoir fournir un matériau de nouveau à des groupes armés violents. Et une question qui reste donc ouverte. Merci beaucoup Gilles Kepel d'avoir été notre invité dans l'entretien de France 24 et d'être venu avec nous sur ces 10 ans après le 11 septembre. Merci. Merci à vous d'avoir suivi l'entretien de France 24. Restez avec nous, l'actualité continue.